Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de débuter ce deuxième Novidar avec vous, avec nos participants d'aujourd'hui et avec tous ces participants qui nous ont rejoints aujourd'hui pour parler des métiers de l'accueil. Donc, c'est le second numéro du MES Talk pour un environnement de travail responsable dédié aujourd'hui aux métiers de l'accueil. Alors, juste quelques éléments techniques pour démarrer. Pour les participants invités, les micros et les caméras sont désactivés. Cela dit, vous avez accès au chat juste à droite de la plateforme où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, sur le format, on a 1 heure de discussion avec nos intervenants qu'on va présenter. Et les 15 dernières minutes seront consacrées à vos questions. Mais sur le fil de la conversation, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les noter et je les remonterai pour les poser. Donc, aujourd'hui, moi, je me présente. Alors, je vais pas commencer par me présenter. Je m'appelle Noraït Abdella. Je suis cofondatrice de Mon Entrepreneur Social et je suis avec Jérôme. Oui, bonjour à tous. Je suis également cofondateur de Mon Entrepreneur Social et ravi de vous retrouver pour ce MES Talks numéro 2. Du coup, Mon Entrepreneur Social, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on poursuit en fait une mission d'utilité sociale qui est de valoriser les travailleurs invisibles de l'entreprise. Alors, comment on s'y prend pour répondre à cette mission ? C'est que nous accompagnons et nous conseillons les entreprises, tous les acteurs de l'environnement de travail en entreprise, donc les services généraux, services achats, mais aussi les prestataires de services généraux. Nous les accompagnons dans leur transition RSE. Pourquoi ? Parce qu'on essaie justement d'aider et de valoriser les métiers des services généraux, notamment les métiers des agents de prestation de services qu'on appelle, nous, aujourd'hui, des travailleurs invisibles. C'est des métiers qui sont souvent précaires et qui souffrent malheureusement encore aujourd'hui d'un manque de reconnaissance sociale et professionnelle. Et nous tentons, grâce à Mon Entrepreneur Social, de braquer les projecteurs sur ces métiers. Et aujourd'hui, ce MES Talk aujourd'hui a pour vocation justement de braquer les projecteurs sur l'un de ces métiers des agents de prestation de services, qui est celui d'agent d'accueil. Alors lundi prochain, le 8 mars, sera la journée internationale de la femme et on trouvait intéressant de braquer les projecteurs sur l'un des métiers les plus féminisés de la prestation de services. Selon les organisations syndicales, moins de 5% des effectifs des métiers d'agents d'accueil sont réalisés par des hommes. On a donc 95% de femmes. Donc le métier d'accueil est un métier sociologiquement genré, très largement effectué par une main-d'œuvre féminine, âgée de 18 à 30 ans, employés par des sociétés de prestataires de services et leur rémunération dépasse rarement le salaire minimum. Alors si les premières sociétés de prestataires ont vu le jour dans les années 70, ce n'est que depuis 15-20 ans que le secteur connaît une forte croissance. Les entreprises délèguent de plus en plus leurs services auprès des sous-traitants et c'est d'ailleurs assez difficile de trouver des études sur les métiers d'accueil. C'est un signe supplémentaire du manque de considération vis-à-vis de ces métiers. Selon un écrivain et sociologue qui s'appelle Gabriel Schutz, qui a travaillé sur la sous-traitance des métiers d'accueil, les hôtesses d'accueil représentent en 2019 environ 13 000 salariés en France, placés en entreprise, sans compter les milliers d'autres qui sont dépêchés lors d'événements ponctuels. Donc, si la fonction essentielle d'une hôtesse d'accueil est la réception et l'information du public, les missions peuvent aussi être très diverses suivant les lieux ou les entreprises où la personne exerce. Donc, au-delà de l'accueil du public, l'hôtesse assure également un certain nombre de tâches centralisées en entreprise, comme la gestion du courrier, des plannings de salles de conférence, des fonctions logistiques, de contrôle. Ça n'est donc pas uniquement une fonction décorative. L'agent d'accueil participe aussi à la gestion de l'entreprise, en plus d'humaniser l'environnement de travail. Alors donc ces missions ne sont évidemment pas de tout repos et les conditions de travail sont souvent difficiles, liées à la posture, à la polyvalence, au contrat de travail qui est souvent précaire. Et pour les moins chanceux, les moins chanceuses, elles sont parfois, les moins chanceuses, victimes d'un manque de considération qui peut aller jusqu'à des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, notamment lors de l'organisation d'événements. Donc pour parler de ces questions aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marine de Grossouvre, qui est assistante d'accueil et en charge de l'animation culturelle chez Arceos. Bonjour Marine. Nous recevons également Agathe Roy, qui est présidente chez d'Arceos et prestataire, Arceos étant un prestataire d'accueil. Et bonjour Agathe. Et nous avons également avec nous Philippe Pelzer, qui est responsable des services généraux chez Amétif. Bonjour à tous et à toutes.
Alors notre première question se dirige naturellement vers toi, Marine. Peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton métier? Pourquoi tu as choisi ce métier? Et est-ce que c'est un boulot de transition ou une vocation? Alors, donc bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. J'ai commencé à travailler chez Arceos en septembre 2018. Donc ça fait plus de 2 ans que je travaille pour Arceos. Je suis salariée en CDI à temps partiel. Et je suis en mission dans une entreprise de conseil en ingénierie qui s'appelle Agap2. Donc c'est la mission sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Avant, j'ai été placée dans une autre entreprise pour un laps de temps assez court. Alors j'ai un poste qui est très polyvalent, qui est assez atypique et qui fait la particularité d'Arceos. Puisque j'ai des missions au sein de mon poste, j'ai des missions d'assistanat d'accueil et en même temps j'ai des tâches, j'ai des missions culturelles. Donc en fait, particulièrement chez Agap2, qui est une entreprise qui a une collection d'œuvres d'art, en fait. Donc j'ai pu tout autant travailler sur les œuvres de la collection, c'est-à-dire m'occuper d'encadrer les œuvres, faire appel à des prestataires pour les déménagements de certaines œuvres, devoir appeler les artistes quelquefois. C'est une entreprise qui est assez tournée vers le culturel et qui est assez curieuse. Les salariés sont assez curieux et on réalise aussi pour eux, enfin on réalisait, ça c'était avant le Covid, des visites des œuvres de la collection. On publie toujours des articles culturels de manière à ouvrir la curiosité des salariés. D'accord. Et mes missions principales, au quotidien, ça reste du standard téléphonique, la réception du courrier, l'accueil des candidats, voilà. D'accord. Avec cette dimension culturelle qui apporte un plus, évidemment. Et est-ce que c'est un boulot de transition ou une vocation? Alors au départ, moi j'ai un cursus artistique. Enfin, j'ai fait des études artistiques. J'en suis sortie en me disant, j'ai terminé en fait des études de restauration de peinture qui n'ont pas été concluantes et je me suis dit qu'il fallait que je commence à travailler. Donc Arceus, oui, était plutôt un travail de transition. Qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte toujours énormément parce que c'est un travail très polyvalent qui m'a permis de connaître le monde de l'entreprise. Ça m'a permis vraiment de découvrir ça et de me former à beaucoup de choses. D'accord. Après voilà, c'est transitoire. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée de travail typique? Alors, donc l'amplitude horaire à l'accueil est de 8h30 à 19h30 et nous sommes deux au poste d'accueil. Donc j'ai une binôme qui travaille l'après-midi et moi je travaille le matin de 8h30 à 14h30. Donc le matin, lorsque j'arrive, c'est moi qui fais l'ouverture de l'accueil, qui installe l'accueil, qui prépare, voilà. Et puis pendant la première heure, donc je m'occupe d'accueillir les salariés de l'entreprise, ce qui est très important. Je l'ai notamment remarqué après le deuxième confinement. Parce donc on a été absente pendant toute cette période de confinement. Ils étaient très contents de nous retrouver et de retrouver une présence humaine à l'accueil.
un sourire, voilà, c'est quelque chose qui est quand même important pour eux d'avoir une interaction, de pouvoir se confier un petit peu à quelqu'un. Par moment, quand ils sont entre deux réunions ou qu'ils sont un peu débordés, on a souvent un petit peu un petit rôle de psy. Qui n'est pas négligeable. Bref, et donc pour le reste du déroulement de mes heures de travail, donc je fais beaucoup de standards téléphoniques principalement. Je reçois le courrier au cours de la matinée, et puis j'ai plein de missions annexes qu'on peut me donner au cours de mon temps de travail, et je rédige ces articles culturels ou voilà. D'accord. Quelles sont les différentes facettes, disons, invisibles du métier d'accueil, de ton métier d'accueil? Alors, les facettes invisibles, les facettes invisibles, ah ben j'en ai parlé récemment avec les salariés de l'entreprise où je suis, qui en fait, je m'en doutais, mais j'en ai vraiment pris conscience, considèrent que qu'on est derrière un bureau et qu'on ne fait rien. Alors qu'en fait, pendant toute la période avant le Covid, on était débordés. C'est moins le cas maintenant, mais on était clairement débordés. On n'avait pas une minute à nous. Donc il y a cette espèce d'incompréhension face à ce qu'on fait vraiment en fait. Charge de travail n'est pas perçue par Ouais, les voilà. collègues. Ouais. Mmh, mmh. Ok. Micro, désolée. Euh, la deuxième partie de question se dirige du coup vers toi, Agathe. T'es prestataire de services dans le milieu de l'accueil. Ma première question, elle est assez simple, c'est est-ce que tu peux te présenter Arceos et décrire le profil un peu des agents avec lesquels tu travailles. Là, on a eu celui de Marine qui a un parcours d'abord artistique, mais est-ce que c'est un peu le cas de tout le monde? C'est quoi le profil des personnes que tu emploies? Ouais. Donc moi, oui, je suis la fondatrice d'Arceos. Arceos, c'est une agence que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans, qui avait pour ambition de secouer un peu les métiers de l'accueil, en justement donnant plus de valeur au poste et en responsabilisant davantage les agents. Donc, sur nos prestations, l'accueil reste toujours la dominante. Donc, on prend en charge toutes les tâches classiques, l'accueil téléphonique, l'accueil visiteur, la gestion du courrier, délivrance de badges, etc. Mais on vient agrémenter ce socle-là de différentes missions qui vont avoir pour rôle d'apporter une plus-value à la fois pour nos collaborateurs, mais pour nos clients aussi. Donc, on associe à ces missions d'accueil des missions d'assistanat polyvalent qui peuvent se répercuter sur différents services. Ça peut être de l'administratif, comme des généraux ou de l'événementiel. Et ce volet assistanat, il a vraiment pour rôle d'être un support pour les équipes de nos clients et donc de travailler vraiment avec eux dans leur quotidien. Et le deuxième, on va dire, lot de missions qu'on ajoute à cette partie, c'est la partie culturelle qui, elle, a un rôle de fédérateur entre les collaborateurs, qui a pour but de faire du lieu de travail un lieu de bienveillance, mais un lieu sur lequel aussi on peut apprendre de nouvelles choses, se découvrir les uns les autres sous un angle différent que celui du métier de tous les jours. Et donc, on a toutes ces missions qui sont associées au métier de l'accueil parce qu'il y a une certaine cohérence. Comme l'a dit Marine, à l'accueil, on connaît tout le monde. On peut avoir un rôle de psy, mais on peut aussi avoir un rôle de créateur de liens sociaux. Et donc, c'est intéressant de pouvoir faire partir de là différentes missions qui vont jouer sur le tissu social, sur le lien social. Donc, sur les profils que l'on recrute, on a des profils assez divers. Mais le profil de Marine est quand même assez représentatif des salariés que nous embauchons, puisqu'on est sur un profil de collaborateur qui va être un petit peu comme la description faite en introduction, moins de 30 ans, jeune diplômé, à la recherche d'une première expérience professionnelle,
Et c'est en ça que nous, on apporte vraiment un plus, c'est qu'on est là pour apporter des compétences qui n'auraient pas été présentes au départ. Et c'est aussi ce qui est le plus important pour nous. Et en tout cas, moi, ce qui m'anime dans les recrutements, c'est de comprendre le projet professionnel de nos collaborateurs et de pouvoir leur proposer un poste qui va leur permettre d'acquérir les compétences qui vont servir ce projet professionnel-là. Donc, d'être une sorte de tremplin, on sait très bien, on se leurre pas sur les métiers de l'accueil. Ça reste des métiers de transition le plus souvent. Mais autant qu'à faire, autant que cette transition soit utile et permette à chacun de pouvoir se sentir bien, s'épanouir et grandir professionnellement. Donc, on a des profils qui sont issus de filières assez bouchées, des filières artistiques, des filières en communication où il y a beaucoup plus de candidats que de postes ouverts. Donc, on essaye de pouvoir justement aider ces filières-là à avoir une vision différente du monde du travail, à s'ouvrir aussi sur d'autres univers, parce qu'on peut faire du culturel, on peut communiquer, on peut être apporteur de nouveautés dans des domaines comme celui de l'ingénierie ou de la propreté ou des sciences. Voilà, on peut vraiment apporter cette touche-là partout, alors que c'est des secteurs sur lesquels, de base, en ayant fait nos études, on se dit « Ah non, surtout pas pour moi ». Et du coup, comment est-ce que tu expliquerais que c'est un travail de transition pour beaucoup? Est-ce que tu penses que c'est encore possible d'en faire un travail de vocation? Je pense que surtout ça le devient, et éventuellement ça le devient, parce que ça reste encore ancré dans l'esprit des gens comme un job étudiant ou un petit travail, et je crois qu'en fait ça le devient au fur et à mesure parce qu'on découvre. Généralement, nos collaborateurs cherchent cette première expérience, sont intéressés par cette partie culturelle qui leur permet de pouvoir être nourris sur cette filière-là où il y a très peu de débouchés et très peu d'emplois. Mais ensuite, ils s'orientent, après avoir passé 1 an, 2 ans chez Arceos, sur des métiers d'office manager. Donc, on a cette sorte de transition où finalement, on fait découvrir un univers, un métier que les gens connaissent peu. Et en tant que prestataire, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes difficultés au quotidien vis-à-vis soit de tes agents, de tes clients et de toutes les parties prenantes qui impactent ton activité? Alors, les difficultés qu'on peut avoir vis-à-vis des collaborateurs, ça, c'est le propre de la prestation de service, c'est qu'ils sont tous les jours avec nos clients et pas avec nous. Donc, on souffre un petit peu de cette distance-là et parfois, ça peut mettre un petit peu de difficulté pour conserver nos équipes soudées et continuer à les intéresser à Arceos et pas que à nos clients, mais on travaille sur le sujet. Mais ça, c'est un petit peu la difficulté première. C'est ce que rencontre tout prestataire de service, peu importe son métier. Après, avec les clients, je dirais que la difficulté, elle est le plus souvent au démarrage d'un contrat, parce qu'on a quand même une prestation assez singulière qui demande d'avoir un vrai travail d'équipe entre le référent du contrat chez le client et notre référent Arceos pour construire cette relation en insistant bien sur le fait que ils peuvent nous déléguer des tâches. Donc, on peut être vraiment là pour absorber des tâches en plus. Donc, la difficulté, elle est souvent au démarrage du contrat, dans les premiers mois, pour prendre cette habitude de se tourner vers le personnel d'accueil, de lui faire confiance et de se rendre compte que oui, en fait, ils sont compétents, puis ils sont encadrés. Si la compétence n'est pas là, nous, on a les équipes derrière pour aider et qu'on peut les accompagner au quotidien et ouvrir ce champ de l'accueil un peu plus large que les missions qu'on a habituellement en tête. D'accord. Et du coup, sur les métiers de la prestation de service, de manière générale, c'est souvent un secteur d'activité qui est assez concurrentiel. Comment, dans les milieux de l'accueil, on peut tirer un peu son épingle du jeu et faire preuve d'innovation? Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas que les compétences d'accueil standard comme on peut l'avoir en tête. Il y a énormément de polyvalence. Comment Arceos gère ce secteur pour être un peu plus innovant? Du coup, nous, notre parti pris, il a été toujours d'associer ces missions en plus à l'accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'accepte pas de contrat de pur standard téléphonique ou juste badge. Ça, on s'y est toujours refusé et parce qu'on sait très bien quelles sont les compétences de nos agents et
et on ne souhaite pas, et c'est pas péjoratif, mais on ne souhaite pas les limiter à ça. Ils peuvent donner plus, et ben tant mieux, et autant exploiter cet aspect-là. Donc nous, c'est sur la configuration même de notre prestation qu'on se différencie, parce qu'on a cette valeur ajoutée. Et adossé à cela, c'est notre manière de gérer nos contrats et nos équipes. Donc, on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'humains derrière. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une sorte de management très rapproché. Donc, à la fois vis-à-vis du client, pouvoir suivre le contrat et donc l'adapter en fonction des besoins, en assistanat, en animation culturelle et même sur l'évolution de l'accueil. Ça a été très important avec la période Covid notamment, mais de pouvoir être en permanence dans un système d'adaptation à la réalité d'un poste, de connaître ce poste, c'est déjà la priorité pour pouvoir en parler, le gérer et travailler convenablement. Donc avoir ce système où on est ouvert, les yeux grands ouverts sur ce qui se passe, et ça fonctionne aussi avec nos agents. On demande à nos agents de rédiger chaque semaine un compte rendu de ce qui s'est passé dans la semaine pour connaître le poste, pour aussi pouvoir garder le cadre sur le poste, éviter certaines dérives. Parce que c'est un petit peu le revers de dire on est compétent et on peut absorber plein de missions et plein de tâches. Ben, c'est que parfois, il y en a un peu trop et ça déborde. Ça sort du cadre de ce qui était prévu au départ. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir cette rationalisation des postes, cette adaptation constante. Et c'est ce qui fait aussi notre singularité chez RCO, c'est qu'on est à taille humaine, on est très proche de nos clients et on est là pour vraiment suivre ce qui est mis en place, suivre le travail et pouvoir avoir presque une vision en temps réel du contenu d'un poste. D'accord, donc si je comprends bien, on fait quelque part un peu du sur-mesure selon l'entreprise dans laquelle on travaille et on essaye d'adapter ses services par rapport à l'environnement de travail dans lequel vous travaillez. Exactement. Du coup, là, je vais passer à toi, Philippe. Merci d'être présent. Est-ce que, comme Marine et Agathe, tu peux te présenter et nous dire en tant que responsable des services généraux, comment tu définis un bon service d'accueil? Donc, Philippe Elzer, donc responsable des services généraux pour la Métif. Donc, la Métif, c'est une association de santé au travail inter-entreprise. Donc voilà, on rayonne à travers tout le 95. Et c'est vrai que en termes d'accueil, aujourd'hui, nous, c'est l'accueil de personnes, on va dire de salariés. C'est entre 80 et 90 000 personnes par an sur nos sites. Donc, c'est vrai que l'accueil est assez important. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des secrétaires médicales qui se dévouent à cette tâche et qui le font bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la seule tâche la seule chose qu'elles ont à faire. Donc, elles ont aussi accompagné les médecins, les infirmières et autres. Et aujourd'hui, cette partie d'accueil est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est d'accueillir la personne correctement. Voilà, pour moi, il y a tout un processus d'accueil où il faut, voilà, qu'on soit pas bien ou bien, c'est dire bonjour avec un sourire et d'accueillir la personne dans des lieux. Souvent, les personnes qui viennent en santé au travail sont un peu stressées parce qu'elles vont rencontrer un médecin ou une infirmière, donc elles sont pas très à l'aise. Mais du coup, c'est la manière dont on peut les accompagner pour qu'elles soient le mieux possible dans les locaux. D'accord. Et du coup, comment la Métif gère aujourd'hui son service d'accueil? Aujourd'hui, on gère. Alors, on a eu plusieurs étapes. On a l'étape où avant, on avait donc une banque d'accueil avec une secrétaire ou deux derrière la banque d'accueil et d'accueillir les salariés. Après, il y avait un projet où on est passé donc du coup en borne digitale. On va accueillir les salariés donc avec un écran. Et c'était autre chose. Et donc voilà, aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on est revenu en mode humain. C'est que aujourd'hui, les secrétaires reviennent à la porte chercher les salariés. Pourquoi? Parce par rapport au protocole sanitaire, on se doit de fermer les centres et donc les personnes sonnent pour rentrer. Donc du coup, les secrétaires viennent les chercher, remplissent un formulaire Covid pour les accueillir. Mais voilà, aujourd'hui, on est revenu un peu en arrière. Donc on n'a plus la banque d'accueil. Sauf que nos secrétaires marchent, on a quand même des plateaux qui font entre 300 et 600 mètres carrés. Donc, il faut savoir que les pauvres, elles sont dans un bureau et que dès que ça sonne, elles viennent jusqu'à la porte d'entrée. Donc, souvent, elles marchent plus de 10 mètres aller, voire plus entre 10 et 15 mètres aller-retour. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Elles le font avec le sourire. C'est pas tout le temps évident, mais en tout cas, elles le font. Et aujourd'hui, c'est vrai que on plébiscite toujours l'accueil humain qui, pour moi, est plus utile et
mieux en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'être accueilli par un écran, bah, ça a ses limites. Bah, du coup, pourquoi être passé à l'écran? Quels étaient les avantages de passer à l'écran et pourquoi avoir fait marche arrière au final? Bah, passer à l'écran, ça a été simplement une histoire de ressources en fait aujourd'hui. On a fait ça, on est passé sous écran il y a 2 ans, et ça a été pour des besoins de ressources. On n'avait plus assez de ressources pour en fait entre l'activité médicale qui elle a augmenté parce que la médecine augmente ses services de plus en plus et on a de plus en plus d'entreprises à suivre. Donc du coup, bah, on a privilégié les vacations, on va dire médicales et consultations que l'accueil. Donc on s'est dit voilà, quel est le moyen de ne pas réduire notre offre de services auprès d'entreprises et de chez nous ne pas que ce soit un peu transparent pour les entreprises adhérentes, de dire bah voilà, aujourd'hui on va mettre des écrans, mais voilà, ça a été bah oui, mais finalement quand la personne arrive devant l'écran et qu'elle est bloquée, dès qu'elle peut attraper un humain dans le coin pour lui poser des questions, elle attrape. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, bah, arrivent devant l'écran, ne savent pas comment faire, donc il faut simplement rentrer son nom ou nom d'entreprise, et après on vous dirige vers une salle d'attente. Mais après, la secrétaire prend le relais. Mais c'est vrai que souvent, moi qui suis souvent sur mes sites, quand je passe par là avec les personnes qui ont un problème, tout de suite, ah monsieur, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc du coup, je me transforme en agent d'accueil. Donc il m'arrive de faire souvent régulièrement, que ce soit sur le siège ou dans les centres. Et je fais ça, bah, comme si c'était aussi, voilà, moi j'adore, voilà, j'accueille les gens toujours avec le sourire et un vrai bonjour, et on les aide du mieux qu'on peut. Parce que c'est vrai que c'est pareil, les gens sont toujours un peu stressés. Donc voilà, mais c'était ça l'optique, c'était de dire, ben on manque de ressources. Donc comment on peut remplacer les ressources? Et ben par le digital. Bon, voilà. Est-ce que vous aviez pensé aux limites du digital dans le sens où, moi, quand on me parle de bornes d'accueil, je me dis, mais voilà, il y a la fracture numérique des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le digital. Et puis, il y a aussi tout un public qui maîtrise pas forcément le français, il y a aussi des problèmes d'illettrisme. Est-ce que ces éléments-là, ils ont été intégrés lorsque vous êtes passé à l'accueil? Est-ce que c'est avéré vrai dans la réalité? Oui, oui. Bah, ça a été évoqué lors de la mise en place du projet. De dire voilà, aujourd'hui, nous on est en 95, on n'est pas sur Paris, on a une population plus tertiaire et haute, on est vraiment dans le 95 où la population est très variée en termes d'ethnie, en termes de voilà. Aujourd'hui, on a des personnes qui parlent français, d'autres non, d'autres moins bien. On a même des personnes qui sont accompagnées par les interprètes. Et c'est vrai que souvent la question s'est posée, voilà, quand la personne va arriver devant l'écran, comment va-t-elle faire? Donc il n'y a pas de choix de langue aujourd'hui, il y a juste indiquer votre nom et votre prénom. Donc souvent, bah, la personne se retrouve bloquée devant l'écran et attend, comme je disais il y a quelques secondes, attend l'intervention d'une personne physique pour venir l'aider. Donc voilà, c'est assez limite parce qu'aujourd'hui, bah, écrire son nom, son prénom, ça on sait le faire, mais encore faut-il que on arrive aussi des cas où des personnes ne savent pas forcément écrire ou même taper sur un clavier, un écran. Donc voilà, c'est assez limite. Donc forcément, bah, derrière, on accompagne encore, mais voilà, ça a été évoqué. Mais il n'y a pas eu de solution réellement par rapport à ça, de dire que bah, la secrétaire sera là pour aider les personnes. Oui, mais au final, du coup, même si on met du digital, il y a toujours quand même une secrétaire pour accompagner un salarié qui sache lire ou pas, ou qui parle français ou pas. D'accord. Donc en fait, le support humain, il reste toujours indispensable, quelle que soit l'option. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, qu'on le voit dans différentes. Aujourd'hui, il y a plein de structures qui passent au digital, mais on le voit aujourd'hui, que ce soit dans les différents. Même si en magasin, vous êtes dans toutes les grandes surfaces, vous avez aujourd'hui des caisses automatiques, mais vous avez toujours une personne qui est là pour aider les personnes. Donc, même si aujourd'hui, même nous, en tant que service santé travail, et dans toute la France, aujourd'hui, on va vers des outils numériques un peu plus poussés pour accueillir les personnes, mais au final, il y a toujours le besoin d'avoir une personne à côté. On peut pas laisser le digital 100%, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Ouais. Pour les participants invités, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur le chat et on les remontera. Et une question sur le Covid. Du coup, Philippe, comment vous gérez cette situation Covid au niveau des services généraux et du coup au niveau de l'accueil? Bah, services généraux aujourd'hui, c'est au niveau de l'accueil, c'est qu'on a dû revoir un peu nos process d'accueil. Simplement, c'est que avant, les personnes rentraient librement dans les centres et accédaient à la borne et après aux salles d'attente. Depuis, il a fallu qu'on ferme quasiment, alors pour les sites qui n'étaient pas sous porte avec interphone, on a 2-3 sites où là l'entrée est plutôt libre. Là, on a dû fermer tous les sites et donc du coup, on a dû mettre un affichage et un protocole en place en disant que chaque personne qui arrive doit attendre qu'une secrétaire vienne, une personne, peu importe le métier, mais doit attendre que la personne vienne ouvrir la porte et après on remplit un questionnaire Covid pour savoir si la personne a ou pas des symptômes.
pour la mettre en attente dans une salle d'isolement, parce que s'il y a des symptômes, forcément, on la consulte différemment qu'une personne qui n'a pas de symptômes. Et après, elle est vue dans un cursus logique, après de secrétaire, infirmière ou médecin. Et après, elle repart, voilà. Mais on a du médecin en place en plus. Donc forcément, après aussi, avec des infections des bureaux, des infections des chaises de salle d'attente. Enfin voilà, et forcément, tout prend un peu plus de temps. Avant, on pouvait voir beaucoup plus de personnes, mais entre-temps, maintenant, il y a une procédure de nettoyage qui est faite entre chaque visite. Donc voilà, c'est un peu plus lourd, en tout cas, en plus pour ces pauvres, je dis pas les pauvres, pardon, mais c'est vrai que les secrétaires aujourd'hui que je respecte énormément, qui sont, voilà, j'ai aussi dans le dos des personnes qui m'aident énormément dans les services généraux, des assistantes de secteur qui m'aident dans mes tâches. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, elles sont très importantes et on a alourdi un peu ça entre l'accueil plus lourd, leur métier au quotidien. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Marine, je vais repasser à toi. Tu expliquais justement la casquette un peu de lien social que tu as au niveau des entreprises. Un peu une passerelle, tu connais un peu tout le monde et parfois tu peux même être un peu plus dans la confidence avec certains collaborateurs des entreprises dans lesquelles tu travailles. Est-ce que sur ces 2 ans d'activité, est-ce que tu te sens intégrée dans les entreprises dans lesquelles tu travailles? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je vais répondre oui et non. C'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle je suis actuellement est vraiment une entreprise très accueillante, inclusive, qui nous propose vraiment très très inclusif, qui nous propose les activités qu'ils peuvent proposer à leurs salariés, etc. Maintenant, on est quand même à part, sachant qu'on ne fait pas partie de leur entreprise et qu'on fait pas partie du staff à proprement parler. Mais je dirais que c'est quand même que je me sens quand même intégrée, bien plus que dans d'autres entreprises où là on peut avoir des comportements d'indifférence ou qui peuvent être vraiment difficiles à vivre. Du coup, ces comportements d'indifférence, ça se matérialise comment? Bah, on n'est pas considéré du tout, en fait. On fait partie de de l'environnement. On fait comme une plante. Un peu. Oui, ça arrive. Ça, est-ce que toi, tu saurais l'expliquer? Tu penses que c'est par culture d'entreprise ou c'est par individu? C'est une considération vis-à-vis du métier? C'est un peu de tout. C'est très variable selon les individus. C'est assez révélateur de leur rapport aux autres et de la manière dont ils se considèrent eux-mêmes. Voilà, notamment en entreprise, certaines personnes peuvent prendre assez rapidement, peuvent prendre la grosse tête, quoi, assez rapidement. Donc c'est assez révélateur de leur personnalité. C'est plus de l'individu et de l'humain, en fait. Oui, c'est ça. C'est selon les personnes. Mais et puis c'est en lien avec la culture de l'entreprise aussi. Je pense. Parce que tu penses que dans l'entreprise justement où ça se passe extrêmement bien, qui est inclusive, c'est la culture de l'entreprise, c'est la mentalité générale qui fait qu'il y ait cette ambiance qui est différente des autres expériences. Tout à fait, oui. C'est une entreprise très humaine qui met un point d'honneur à ce que tout le monde soit respecté et que tout le monde soit pris en compte. Et ça n'est pas du tout le cas partout. D'accord. Et du coup, quelles seraient, toi, tes difficultés dans ton métier au quotidien en tant qu'agent d'accueil ou agent d'animation culturelle? Tes principales difficultés? Alors, avant le Covid, je dirais que c'était la principale difficulté, c'était d'arriver à tout faire sur un temps restreint.
Maintenant, c'est moins le cas parce que l'activité est moindre. Donc là, actuellement, je dirais que la difficulté, c'est peut-être d'être au courant de ce qui peut se passer en entreprise, parce qu'on est souvent à l'accueil, on est souvent ceux qui peuvent être le moins au courant de ce qui se passe vraiment. Enfin, on prend en fait on ne prend pas forcément le temps de nous tenir au courant. Donc voilà, D'accord. C'est ça qui peut être une difficulté, ouais. Et du coup, je sais pas exactement si encore aujourd'hui tu considères que c'est encore un métier de transition où tu souhaites faire carrière dans l'accueil. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais bien te poser si tu es d'accord. Et comment tu te verrais dans 10 ans? Alors, je pense que j'aimerais pouvoir concilier deux activités, donc pouvoir continuer mon activité artistique et à côté de ça évoluer sur un poste qui s'approcherait de celui que j'ai actuellement. Pourquoi pas? Parce que j'ai pris goût à ce que je fais, j'aime bien l'aspect humain de ce travail. Donc oui, pourquoi pas continuer aussi sur un poste similaire. Du coup, on a posé la question sur les difficultés, mais qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Qu'est-ce que j'aime? J'aime le contact avec les salariés, qui est très sympa au quotidien. Le fait de les aider sur des petites tâches, mais qui en fait s'avèrent très importantes. Le fait d'avoir l'impression c'est quand même assez valorisant d'avoir l'impression d'apporter un peu de bonne humeur ou de joie dans leur journée. Ça, j'aime beaucoup. On a des remarques de Gwen qui dit c'est aussi les valeurs que l'entreprise souhaite mettre en avant concernant justement l'inclusion et le respect de tous. Oui. On a une question de Thierry qui demande pensez-vous que le problème de l'inclusion soit limité à l'accueil? Du coup, Marine, je te la dirige. Et peut-être Philippe aussi d'ailleurs, oui, Agathe, si vous avez quelque chose à dire sur cette question. Marine, Philippe, Agathe, tout le monde passera. Je vais le faire. Du coup, penses-tu que le problème de l'inclusion soit limité à l'accueil, Marine? C'est difficile de répondre à ça parce que non, certainement pas. J'imagine que c'est toujours compliqué de créer une cohésion au sein de l'entreprise. Maintenant, j'ai pas trop de regard sur sur d'autres métiers. Ouais, je ne sais pas trop. Philippe? Pour répondre, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre même à la dernière phrase que dit Gwen, où c'est plus visible, oui, aujourd'hui, c'est vrai que les métiers d'accueil, c'est les premières personnes qu'on voit qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on se dit, elles sont là. C'est bien, elles sont là, mais à quoi elles servent? Donc, souvent, on passe par là, on demande, on dit qu'on se présente, puis après, on passe à autre chose. Donc, c'est vrai que, et pour moi, c'est pas que aussi les métiers d'accueil, c'est, il y a tous les métiers aussi, tout ce qui est prestation de service. Aujourd'hui, on se met dans la propreté. Aujourd'hui, la propreté, et c'est vrai que les services généraux en font partie, c'est les métiers invisibles où tout est fait, tout est réalisé, les locaux sont propres, sont éclairés, tout se passe bien, les personnes sont contentes de venir travailler dans des locaux qui sont agréables, mais ça ne pose pas la question de comment ça se passe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'accueil, la propreté, l'entretien, on se dit, pour moi, on n'inclut pas ces personnes-là aujourd'hui. Alors, je me rappelle des services généraux, mais pour moi, la propreté en fait partie. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent là tous les jours faire un métier qui n'est pas forcément de vocation, mais de faire un métier pour nettoyer les locaux, c'est des métiers qu'on n'inclut pas suffisamment dans l'esprit d'entreprise, dans la cohésion d'entreprise aujourd'hui. C'est pour moi, il faut plus les inclure, des invités à des repas en fin d'année avec l'ensemble des équipes. Enfin, voilà, pour moi, c'est important de les inclure plus dans la vie d'entreprise. Agathe, penses-tu que le problème de l'inclusion soit limité à l'accueil?
Non, non, c'est pour tout prestataire, en fait. Le problème, hein, c'est un petit peu plus le statut de prestataire. À partir du moment où on se positionne comme un partenaire, ça change, ça commence à changer les choses. Mais il y a encore dans beaucoup d'esprits l'idée du fournisseur tout-puissant et du prestataire qui exécute. Et c'est un petit peu là, en fait, le problème principal. Après, quand la relation de travail est nourrie différemment, avec une relation un petit peu plus évoluée, on va dire, avec l'acceptation aussi qu'un prestataire peut être spécialiste de son domaine et peut être force de proposition et apporter un lot de connaissances, on entre dans un autre type de relationnel et donc dans un autre type de considération. D'ailleurs, Agathe, en parlant de ces questions-là, est-ce que tu intègres des engagements RSE dans la gestion de ton entreprise? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oui, alors c'est vrai que nous, on est surtout porté sur l'axe social, mais c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai créé Arceos. Je viens moi aussi des filières culturelles. Donc je sais ce que c'est que de chercher du travail dans ce secteur d'activité-là et des difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on a une formation, on a des expériences qui sont données au moment de notre formation, qui sont très limitées à un certain milieu, qui est très exclu des entreprises, on va dire, normales. Donc le but en fait de tout ça, de tout ce système-là, et dans nos recrutements, ce qu'on s'attache à faire, c'est vraiment à permettre d'ouvrir au maximum la visibilité sur ce qui existe dans le monde du travail et à pouvoir éventuellement révéler des vocations ou des talents des uns et des autres. Donc nous, sur l'aspect RSE, on s'intéresse vraiment à nos collaborateurs pour créer cette espèce de parcours professionnel qui sera le leur. Donc, on cherche à connaître quel est leur projet, leurs aspirations, puis après, on les suit. C'est-à-dire que nos collaborateurs ont des entretiens annuels, on essaie de communiquer le plus possible avec eux pour être là, pour les accompagner, s'adapter et leur permettre de pouvoir évoluer. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important pour nous, c'est de pouvoir les former s'il y a des formations à donner, pour les faire évoluer et leur permettre d'être en permanence dans un système d'apprentissage et de pas s'endormir sur son poste. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on s'axe beaucoup sur ces éléments-là de considération du personnel, de ce qui est bon pour sa carrière, son professionnel et lui. Après, évidemment, on a des engagements écologiques au sein de l'agence. Bon, on reste une petite structure, donc c'est à notre échelle. Mais oui, on bannit absolument le plastique et le jetable. Ça devrait être le cas partout. Donc, on a toutes ces petites actions du quotidien qui nous permettent d'essayer de faire au mieux et en tout cas de transmettre ces valeurs-là comme on peut. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu arrives à composer avec des équipes de passage, comme on a vu que parfois les personnes arrivaient dans le métier de l'accueil non pas par vocation, mais plus pour avoir un job, en trouvant du coup une façon d'être formé par Arceos, par exemple. Comment les accompagnes-tu socialement? Comment tu gères le fait qu'il peut y avoir, ce soit du passage et assurer la partie sociale du job? Alors, en fait, pour cet élément-là, je dirais que la clé, c'est vraiment d'être dans l'écoute et dans la communication. Parce qu'à partir du moment où on a ces éléments-là qui sont bien mis en place, on peut avancer sereinement et en tout cas en connaissance de cause, et donc pouvoir s'organiser aussi en tant qu'employeur sur cet aspect-là. Donc, on va dire nous, notre solution numéro 1, ça a été de dire qu'on met en place des prestations qui créent des vrais emplois et pas des jobs. Donc, en donnant plus de compétences, plus de missions, en les calibrant différemment pour permettre que ce soit un emploi stable avec le plus d'heures possible, le plus de missions intéressantes et donc stabiliser nos équipes. Donc ça, c'est notre première manière de faire. Après, on sait très bien que certains de nos collaborateurs peuvent être étudiants, par exemple, en parallèle, et donc forcément, c'est lié à un temps donné. Donc, c'est s'adapter, avoir connaissance de cela pour pouvoir aussi communiquer auprès de nos clients sur cet aspect-là et pas créer de mauvaises surprises. Donc, tout est une question d'avoir l'information et de l'adapter à chaque situation, à chaque entreprise, à chaque client et pouvoir comme ça anticiper des éventuels mouvements. D'accord.
Alors, on lit souvent des témoignages sur des abus, des agressions, de la discrimination physique. Est-ce que c'est une réalité? Si oui, quelle est la politique de recrutement? Comment est-ce que tu t'adaptes par rapport à ces questions-là? Et comment protéger, surtout les hôtesses, face aux abus de certains clients? Alors, pour les protéger, il faut qu'on soit au courant. C'est surtout ça, en fait, l'enjeu, c'est d'être toujours à l'écoute et surtout de bien, et on le répète jamais assez, mais mon bureau, le premier, est toujours ouvert pour justement avoir connaissance de ces situations-là. C'est déjà arrivé. Et parfois, on s'en rend compte trop tard. On nous dit trop tard qu'il s'est passé quelque chose. Parce que notre rôle à nous, en tant que prestataire de service, c'est aussi de faire justement un petit peu le tampon entre le client et le collaborateur et d'être là pour l'accompagner et puis pour désamorcer certaines situations qui pourraient s'avérer compliquées, voire complètement inappropriées. Donc, nous, on a ce rôle-là. J'ai déjà été amenée à devoir je n'ai pas d'autres mots, mais recadrer un client sur un comportement inapproprié. Mais ça fait partie aussi de notre rôle de protéger nos collaborateurs. Et effectivement, il y a une certaine précarité à ce niveau-là. Par le fait qu'on puisse être prestataire. Donc, parfois, il y a un sentiment hiérarchique où cette espèce de sphère, je suis fournisseur, j'ai le pouvoir. Et donc, forcément, il y a déjà ce décalage-là. Et puis, effectivement, à l'accueil, on peut se sentir parfois oublié, voire négligé. Donc, ce qui fait perdre confiance en soi et qui nous rend un petit peu plus vulnérables pour ce genre d'attitude. Donc, ça arrive effectivement dans les métiers de l'accueil. Ce qu'il faut, et là, si je peux m'adresser à tous les hôtes et hôtesses d'accueil ou assistants en tout genre, c'est en parler. Et à partir du moment où l'information est dans les tuyaux et est sortie, c'est au manager de prendre le relais et de gérer ça pour vous. Puisqu'évidemment, c'est pas à vous de le gérer. Oui. Alors, autre sujet qui n'a rien à voir, à propos du Covid-19, comment il a impacté ton activité sur le business, la sécurité des agents d'accueil qui, comme le rappelait Philippe, on l'a tous un peu rappelé, est le premier contact du public? À vrai dire, on s'est beaucoup adapté à la situation, un peu comme tout le monde. Au départ, la première réaction au moment du premier confinement, ça a été de mettre tout le monde au vert, de protéger coûte que coûte tous les collaborateurs, quitte à arrêter les prestations. Et on a eu plus de 90% d'arrêt de nos contrats. Mais à vrai dire, c'était pas la priorité. La priorité, c'était vraiment de protéger les collaborateurs et d'éviter qu'ils soient exposés. La deuxième phase, quand on a commencé à tous un petit peu s'habituer à ce qu'on avait autour de nous, et puis il fallait bien aussi recommencer à reprendre du service, ça a été d'essayer de mettre en place les meilleures conditions possibles. Donc là, on a travaillé vraiment en partenariat avec nos clients pour réfléchir aux équipements, aux protocoles, parce que de toute façon, en étant à l'accueil, on participe aussi très activement au protocole qui s'applique à tous les collaborateurs d'une entreprise. C'est-à-dire qu'au moment du déconfinement, du premier déconfinement, parce que maintenant on est obligé de le numéroter, on a participé activement à la distribution de masques, à la prise de température sur certains sites. Mais les agents d'accueil étaient vraiment là pour faire respecter les gestes barrières, mettre en place les affiches, distribuer le matériel, réapprovisionner en gel, etc. Donc, on a vraiment contribué très activement à la protection de chacun et à l'établissement des règles de sécurité sanitaire dans les entreprises. Et notre personnel a toujours été doté du matériel nécessaire pour pouvoir travailler convenablement sans prendre de risques. Très bien. Du coup, je vois que ça bouge au niveau du chat. Merci pour vos questions, vos remarques. On va toutes les prendre. On essaye un peu d'avancer parce que là, on a un peu de retard. On finit notre dernière lignée de questions et ensuite, ce sera le moment des échanges avec, du coup, les invités. On note toutes vos questions, elles seront remontées. Je me dirige vers toi, Philippe. De manière... Alors, il y a un petit écho. Est-ce que, Agathe, tu peux enlever le micro, s'il te plaît? Je pense que c'est ça. Ah là là. Non, c'est toujours pareil. Bon. De manière générale, Philippe, comment intègres-tu la RSE à ton activité de responsable de services généraux? Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je l'ai intégré assez rapidement depuis que quand je suis arrivé il y a 4 ans et demi dans l'entreprise, l'association. Pour moi, ça a été une manière tout à fait logique et normale parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit
autant à titre personnel, changer notre mode de consommation et de faire attention aujourd'hui à notre empreinte carbone. Et en entreprise, c'est encore plus parlant parce que c'est vrai que multiplié par le nombre de personnes qui sont en entreprise, donc en termes de déchets, en termes d'énergie, pour moi, voilà, ça a été primordial, en tout cas dans mes projets, que ce soit la partie sociale ou la partie vraiment environnement durable. Et donc, pour moi, c'était une mission en tout cas très importante, qui me tient très à cœur, sur laquelle j'avance du mieux que je peux. D'accord. Et du coup, sur ce choix d'intégrer la RSE à ton métier, notamment dans le choix peut-être des prestataires de services, quelles sont tes difficultés et quelles sont tes victoires? Les difficultés, c'est déjà alors, le premier volet, c'était déjà de convaincre déjà la direction. Souvent, c'est les premiers où on dit voilà, la RSE c'est bien, mais c'est un coût. Alors voilà, c'est bien d'avoir une démarche de ce côté-là, mais souvent quand il faut dire ça coûtera un peu plus cher, mais d'un côté on s'en tirera un peu mieux. Donc voilà, ça c'est ça. Et après, c'est de trouver les bons prestataires, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une jungle dans ce domaine. Il y en a plein. Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont un peu plus moins honnêtes, on va dire, dans la façon de faire, de vendre des prestations. Voilà, ce soit sur le recyclage des mégots et autres, où souvent on vous fait croire qu'on peut recycler des mégots alors qu'ils sont brûlés au bout de la rue. Donc c'est vrai que c'est de trouver les bons prestataires par rapport à ça et ne pas se faire avoir. Et après les victoires, aujourd'hui, c'est d'avoir emmené, en tout cas à ma direction dans ces projets-là, d'avoir emmené l'ensemble de mes collègues sur ces projets-là. Ça va du recyclage des piles en passant par le recyclage des gobelets. Alors c'est du jetable, mais c'est du jetable entièrement papier. Je suis content d'en avoir trouvé. Et après voilà, c'est ça aussi, la manière aussi de faire attention, de pas allumer sa clim trop fort, de faire attention aussi à l'éclairage. Donc voilà, c'est de changer un peu les mentalités et d'accompagner et surtout de créer aussi des groupes projets au sein même de l'entreprise pour avoir des idées de la part de tout le monde, parce que si je suis pas le seul à proposer ça, c'est aussi d'avoir un travail en commun avec l'ensemble de mes collègues pour avancer sur ces projets RSE qui sont très importants dans l'avenir de l'entreprise et pour tout le monde. Mais du coup, comment tu fais? En gros, tu es prise d'initiative et puis tu essayes de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs et tu pousses au niveau de la direction. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de service RSE. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris la casquette RSE parmi tant de choses. Et je me suis dit, ça, aujourd'hui, alors j'ai la chance aussi d'être accompagné par beaucoup d'homologues où on en discute. LinkedIn est aussi une grosse source d'information où on peut chercher, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, et donc on arrive à suivre. Mais c'est vrai que c'est ça. Moi, en fait, depuis, dans mon métier de responsable des ingénieurs, on est là pour impulser des projets, impulser des idées, et on doit le faire. On peut dire qu'on est payé pour ça, mais presque. C'est qu'on est là pour proposer des projets innovants pour l'entreprise et pour les collaborateurs. De manière générale, quelle relation l'Amétif a-t-elle réussi à nouer avec ses agents de prestation de services? Tout à l'heure, on parlait d'intégration de Marine chez certains de ses clients. Vous, comment vous le vivez? Est-ce que vous les considérez comme étant un personnel à part ou au contraire comme étant complètement intégrés à votre entreprise? Alors, pour ma part, je sais que l'entreprise, je sais que mon DG là-dessus est quelqu'un de très humain. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il connaît, on va dire, le prénom de chaque agent d'entretien qui est sur les sites. Quand il va sur un site, il discute avec eux. Là-dessus, voilà, je trouve ça très, en tout cas, c'est une qualité que j'apprécie. Et puis, nous, en tout cas, sur l'ensemble de mes sites, souvent, nos personnels sont, il faut un peu moins réceptif à ça. Souvent, voilà, c'est un agent d'entretien, il est extérieur. Oui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est au sein même de l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, moi, je parle pour ceux que je côtoie le plus régulièrement. Je sais que je la convie tous les ans. On fait un repas de fin d'année. Bon là, cette année avec le Covid, c'était un peu foutu, mais en tout cas, pour les autres années, elle participe. On lui offre une boîte de chocolat comme l'ensemble du personnel. On fait un repas de fin d'année. Elle est invitée, donc elle vient ou elle vient pas, mais en tout cas, elle est invitée au repas de fin d'année. Et puis, quand elle vient tous les jours, on échange. C'est pas juste quelqu'un qui vient nettoyer les locaux et autres. Elle vient. On prend un moment d'échanger. On discute un peu de sa vie et autres. Et après, bon voilà. Chacun va ses occupations, mais en tout cas, elle fait partie, pour moi, intégrante de la vie d'entreprise. C'est une collègue, c'est pas juste un prestataire de service. Après, voilà, c'est plus facile avec ce type de prestataire. Après, les autres, sur les travaux et autres, souvent, c'est des entreprises de passage, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, en ce qui concerne la propreté, pour moi, ils sont essentiels à la vie d'une entreprise. Donc, on se doit de les respecter, on se doit de les intégrer à 100% dans notre quotidien. Et pour moi, voilà, c'est quelle que soit l'entreprise où je serai demain, en tout cas, ce sera une manière de voir les choses et de faire les choses. Et du coup, tu parles de demain.
comment tu vois l'évolution ou l'avenir des services généraux dans le futur? Dans le futur, déjà dans le métier aujourd'hui, dans le métier que j'ai aujourd'hui, voilà, je suis passionné par ce que je fais. Je suis depuis 4 ans. Avant, j'étais dans un autre domaine, mais aujourd'hui, voilà, je fais ce métier-là avec passion et j'aime me lever tous les matins et avoir des projets plein la tête. Et pour moi, dans quelques années, il faut évoluer vers ce métier qui s'appelle service généraux, mais qui est un terme plutôt barbare, on va dire, par rapport à ce métier. Mais c'est plus un métier, comme disait aussi Agathe, l'environnement de travail et Marine, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que d'intégrer les gens à l'environnement de travail, c'est les faire partie prenante de cet environnement de travail. Et les services généraux, c'est ça, aujourd'hui, c'est être responsable de l'environnement de travail, de sa structure, et de faire en sorte que la satisfaction qu'on peut avoir, c'est de faire en sorte de garantir un environnement de travail propre. Et je m'étais fait une petite mémo là-dessus, je m'en souviens plus. Mais oui, de permettre aux gens de bénéficier d'un environnement de travail fonctionnel et agréable. Pour moi, voilà, c'est une mission que je me suis donnée, et c'est de faire en sorte qu'il y ait des personnes, quand elles viennent travailler, elles se sentent comme chez elles, aussi à l'aise, et que voilà, c'est pas juste un bureau, c'est pas juste un endroit où on vient travailler 80% de son temps. C'est un environnement où on se sent bien, où on a envie d'y rester, où on a envie d'être productif, où on a envie de se sentir à l'aise. Donc voilà. Mais pour moi, c'est faire évoluer ce métier qui aujourd'hui est un peu, comme on l'a dit, souvent invisible ou souvent un peu délaissé. Donc c'est vraiment le faire sortir de l'ombre. Du coup, ça fait un peu service généraux / happiness manager. Oui, on essaye. En tout cas, moi, c'est ma vision de la chose. Mais pas pour tous. Mais en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien les happiness managers, les office managers. C'est vrai que tout ça, c'est des métiers qui se rejoignent en fait complètement. Et aujourd'hui, c'est de dire, certes, aujourd'hui, tout le monde a un éclairage sympa, tout le monde est dans un environnement propre, mais c'est aussi de savoir quelle ambiance on veut mettre aussi dans l'entreprise. On peut faire des challenges et autres, mais c'est vrai que je suis sur un groupe aussi d'office managers qui fusent d'idées, qui ont des idées tous les jours avec des idées complètement folles, mais j'adore. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, tu as raison. C'est chouette, il n'y a pas d'inertie, il y a toujours de l'évolution possible. On va arriver vers la fin de ce webinaire. Je vais vous poser une dernière question à chacun et ensuite je prendrai les questions sur le chat et on conclura. On est un peu en retard, désolé, mais c'était des échanges assez passionnants et intéressants. Donc, dernière question à vous trois. On va commencer par Agathe. En une phrase, si tu avais un message à transmettre, quel serait-il ? Ce serait d'inciter les gens à rêver, à avoir envie, à croire en soi. Et puis, avec ces 3 clés, généralement, on peut à peu près tout réaliser. Beau message de fin. Philippe, un message à transmettre. Un message à transmettre, tout simple, je vais faire court. C'est pour moi, il faut respecter les personnes avec qui nous travaillons, que ce soit externe ou interne. Voilà. Okay. Marine, un message à transmettre. C'est dur en une phrase. 3 à 4. Tu peux. Moi, j'aime bien ne pas se prendre au sérieux, mais être sérieux. Ouais. C'est une bonne phrase. Voilà. C'est une bonne phrase de conclusion. Du coup, si vous avez des questions, les invités, n'hésitez pas. Là, je vais remonter le fil et je vais les prendre au compte-gouttes. Tac. Celles-ci, on l'a eu. Je vais me diriger peut-être vers Agathe. Pensez-vous que le manque de reconnaissance, considération dans le monde du travail prend racine dès l'enfance? Ça rejoint un peu la question qu'on a eue pour Marine tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'individu? Est-ce que c'est de la culture d'entreprise? Comment tu le jugerais? C'est davantage d'éducation en fait, sur la considération de ces métiers. Pour moi, c'est de l'éducation en fait. C'est-à-dire que la manière dont on voit les autres, ça fait partie de notre éducation. Ça peut heureusement changer, mais c'est beaucoup aussi cet effet miroir. Donc là, c'est ce qui était abordé tout à l'heure sur le rôle de l'entreprise et de l'ambiance qu'on peut avoir dans les entreprises. Mais je crois qu'il n'y a rien qui ne peut changer. Il faut pas être défaitiste là-dessus et je trouve que tout peut évoluer et tout peut changer. La question c'est qu'il y ait des personnes qui aient vraiment envie de le faire et de bons arguments pour ça. Absolument. Thierry qui faisait une remarque concernant les agressions des hôtes et des hôtesses et qui disait que ça s'appliquait également aux livreurs. C'est pas faux et pas mal d'autres corps de métier malheureusement. Jonathan, sur les appels téléphoniques, c'est assez difficile aussi. La gestion d'un appel téléphonique, on peut avoir beaucoup d'agressions verbales. C'est compliqué.
Donc il faut se blinder vis-à-vis de ça. Donc, et apprendre à prendre du recul. Parce que c'est vrai qu'en fait, les hôtes et les hôtesses sont ceux qui, premier tampon, en fait, au niveau du public, s'il est pas content, c'est les premiers à recevoir les mécontentements. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, comment tu gères, Marine? Comment tu arrives à gérer ces éléments un peu dont on oublie? Au début, c'est compliqué. Émotionnellement, c'est compliqué parce qu'on prend à cœur les choses et puis au bout d'un moment, on fait abstraction. Ouais. Non, c'est... Ouais. La part des On choses, fait plus attention à ça. Non. ça devient plus des attaques personnelles, mais plus à un statut. Oui, exactement. Ouais. Un profil qui choisit une opportunité. Alors ça, c'est Jonathan. Un profil qui choisit une opportunité d'hôtesse ou d'hôte comme un emploi sans enjeu afin de payer ses factures subsistées, qui a une vision négative du poste, sans responsabilité, etc. Pouvons-nous les former et impliquer réellement et les challenger sans s'exposer aux freins du type rémunération? Nous accompagnons les profils qui souhaitent évoluer et qui nous rejoignent et qui veulent saisir les opportunités d'évoluer. Alors, je pense que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Agathe, sur l'accompagnement au niveau du projet. Oui. En soi, les postes sont ouverts à tout le monde et compétence ou pas compétence, c'est pas la question. Là, vraiment, la vraie question, c'est la personnalité et l'envie d'apprendre. Et à partir du moment où il y a cette envie d'apprendre, nous, on est là, en fait, pour mettre toute notre énergie, pour former, pour accompagner, et il n'y a pas besoin. Moi, c'est jamais un critère de choix de dire la personne a déjà fait de l'accueil. Au contraire, j'aime autant qu'on puisse lui donner notre vision des choses, notre méthode, notre manière et qu'on l'accompagne. Et ça, c'est pas un frein. Donc, ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir de niveau d'études très élevé, c'est franchement pas un problème. À partir du moment où il y a la volonté de travailler, l'envie de bien faire et l'envie de se surpasser et de se fixer des objectifs. Donc, ce système d'objectifs, il est essentiel pour avancer et c'est surtout cette énergie-là qui est importante. Philippe, as-tu su trouver un fournisseur de café responsable? Je reconnais la question de Maël. J'en ai quelques-uns, justement, je dois contacter prochainement. D'accord. Ok, bah on est intéressé pour les autres participants. Si t'en trouves des bons, on passera l'info. Laetitia D, les mentalités ont évolué. Néanmoins, ces postes pendant longtemps demandaient peu d'expérience et peu de diplôme. Le domaine de l'accueil était une porte de sortie pour les élèves en difficulté. Bon, ça a un peu changé, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le dernier shot et ensuite on conclura. Maël qui est en train d'écrire. Si on nous le transmet, Maël, on te transmettra les coordonnées du fournisseur de café. Bah, je pense qu'on est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. Ouais, merci beaucoup. Agathe, Philippe et Marine. Alors moi, je retiens de l'intervention d'Agathe le fait que le métier d'accueil évolue en fait. Ça peut devenir un travail de vocation dans une notion où l'humain est très important et où le métier d'accueil s'incarne comme créateur de liens social à ce poste à la proue de l'entreprise. Il y avait aussi une remarque intéressante d'Agathe, c'était entre autres, le fait de se positionner comme partenaire. Le prestataire de service est effectivement souvent dans le rapport client-fournisseur. Le fait de se positionner comme partenaire en étant force de proposition change un petit peu cet angle et permet de valoriser véritablement le métier comme il se doit. Avec Philippe, on a vu aussi effectivement que les métiers d'accueil sont les premières personnes qu'on voit dans l'entreprise, qu'elles sont même au front également sur les questions du Covid, en étant directement au contact des personnes pour les accompagner, les accueillir. Et on souhaite toujours du contact humain. Nous sommes des animaux sociaux. On privilégiera toujours le contact humain à la borne, par exemple. Et merci Philippe pour ton implication personnelle pour faire porter l'étendard RSE dans tes activités. Et je retiens aussi ton souhait et ce que tu as effectivement vécu au cours de ton expérience en tant que responsable des services généraux, c'est intégrer tout le monde et faire en sorte
de garantir cet environnement de travail où tout le monde se retrouve, tout le monde se sent comme chez elle, avec une dimension de rapport humain très forte. Et tu as raison, il faut savoir quelle ambiance on veut mettre dans l'entreprise et c'est la responsabilité de tous. Enfin, Marine, merci. J'ai bien aimé la dimension rôle de psy dans ton activité. C'est clair que il y a ce rapport direct avec les gens, même si certains d'entre eux, certains collaborateurs considèrent que les hôtesses ou les hôtes d'accueil ne font rien, ou n'ont pas la perception de l'importance et de la charge de travail. Même parfois des personnes qui considèrent l'hôtesse d'accueil comme une plante, ce qui est révélateur de la personnalité des gens dans certains cas. Mais il y a quand même cette dimension de contact très très forte qui est valorisante et qui contribue à transmettre la bonne humeur dans la journée. Donc merci à vous trois. Alors nous avons créé Mon Entrepreneur Social pour défendre une considération juste et une valorisation tout aussi juste des acteurs sur le terrain, assurant le service dans les bureaux. L'accueil est bien sûr un des enjeux importants sur le front pendant cette période de crise sanitaire encore aujourd'hui et avec ces enjeux structurels de précarité parfois. Donc la responsabilité des entreprises passe aussi par le changement du regard sur ces métiers qui sont souvent déconsidérés et négligés comme on l'a vu aujourd'hui. Donc il nous appartient à tous de participer à l'évolution des choses et nous sommes engagés avec Mon Entrepreneur Social pour agir dans ce sens, faire connaître les prestataires de services vertueux à la fois socialement et du point de vue du respect de l'environnement vis-à-vis des acteurs en entreprise en charge de ces questions. Nous souhaitons chez Mon Entrepreneur Social pousser les entreprises à véritablement agir, à développer une responsabilité sociétale très concrète dans l'accueil, le nettoyage, la collecte des déchets, le recyclage, la sécurité, la conciergerie, pour un monde professionnel plus respectueux de l'humain. Et nous accompagnons justement les entreprises pour évaluer la RSE d'un prestataire en place ou trouver le prochain prestataire. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes heureux d'avoir pu échanger aujourd'hui avec vous sur ces sujets. On va vous demander un dernier petit effort, c'est une petite contribution pour terminer. Quand vous vous déconnecterez du webinar, un lien va se charger automatiquement pour un petit questionnaire. On n'a pas pu interagir avec tout le monde. Ce sera l'occasion de savoir ce que vous avez pensé du webinar et du thème qu'on a abordé et nous transmettre vos demandes pour les prochains, si vous en avez, parce qu'on pense donc organiser notre prochain webinar en mai ou en juin. On cherche à créer un mouvement Mon Entrepreneur Social. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Merci à tous. Nous vous souhaitons un agréable mardi. Merci.